Dans une interview hier soir à la chaîne 14, le Premier ministre Benjamin Netanyahou a fait une déclaration qui suscite d'ores et déjà une polémique. Et oui, en effet, Ilana, le Premier ministre a affirmé qu'il serait favorable à un accord partiel dans le cadre duquel eh bien, seule une partie des otages pourrait être libérée. Le Premier ministre a expliqué qu'il n'était pas prêt à cesser les combats et à laisser le Hamas continuer à exister dans la bande de Gaza. Nous sommes prêts à un accord partiel qui nous permettra, après la trêve, de reprendre les combats. À la suite de ces déclarations, le bureau du Premier ministre a fait une clarification en indiquant que c'est le Hamas qui s'oppose à un accord et pas Israël. Le Premier ministre a clarifié qu'Israël ne quittera pas la bande de Gaza sans avoir libéré tous les otages, vivants ou morts. M. Netanyahou a également affirmé que la phase intense des combats contre le Hamas dans la bande de Gaza est sur le point de se terminer. Cela signifie que la guerre dans sa phase intense à Rafah se termine. Et le Forum des familles des otages a condamné par ailleurs les propos du Premier ministre sur la chaîne 14. Oui, le Forum considère que de tels propos sont un renoncement envers les 120 otages. Le Forum a affirmé que la fin des combats à Gaza sans la libération de tous les otages serait un fiasco sans précédent et une violation des objectifs de la guerre. Les familles d'otages rendent Benjamin Netanyahou responsable de l'échec des pourparlers jusqu'à présent et affirment qu'il y a eu plusieurs occasions au cours des derniers mois de concrétiser un marché qui aurait pu permettre la libération des otages. Mais cela n'a pas abouti apparemment à cause du Premier ministre Netanyahou. Et nous allons passer du sud vers le nord, Daniel, qui est toujours sous très haute tension. Oui, hier, 2 Israéliens ont été blessés par un missile anti-tank tiré par le Hezbollah en direction de la localité de Metula, dans l'extrême nord de l'État d'Israël. Hier, le commandant en chef des forces armées américaines, le général Charles Brown, a lancé une mise en garde. Une guerre au Liban risque de se transformer en un conflit beaucoup plus large et régional auquel l'Iran et les milices pro-iraniennes pourraient se joindre, en particulier si le Hezbollah devait sentir qu'il est menacé. Le général Brown a reconnu à Israël le droit de se défendre, mais il a également souligné que le Hezbollah avait d'autres capacités que le Hamas n'avait pas. Selon certaines sources, les milices pro-iraniennes en Irak se prépareraient actuellement à venir en aide au Hezbollah si une confrontation directe devait s'amplifier. Le ministre de la Défense, Yoav Gallant, est arrivé à Washington. Lui, il a entamé ses entretiens avec l'administration Biden. Oui, le ministre israélien s'est justement entretenu durant la nuit avec Amos Hochstein, l'émissaire du président Biden pour le dossier du Liban. Il a bien sûr été question des moyens de ramener le calme ou de tenter de ramener le calme le long de la frontière bleue entre Israël et le Liban. Gallant s'est également entretenu avec le sénateur Lindsey Graham, l'un des leaders du parti républicain. À la suite de cet entretien, le sénateur Graham a publié un post dans lequel il affirme que la communauté internationale doit faire savoir à l'Iran que s'il a l'intention de détruire Israël, la communauté agira contre le pouvoir à Téhéran. Graham a également promis de faire en sorte, avec ses collègues du Congrès, que les armes et munitions promises par les Américains puissent arriver sans encombre en Israël. Aujourd'hui, le ministre de la Défense israélien doit s'entretenir avec le secrétaire d'État américain Anthony Blinken. Et cela intervient alors que Benjamin Netanyahou a réitéré ses accusations selon lesquelles l'administration Biden gèle le transfert de certaines munitions à Israël. Il y a une baisse spectaculaire de la fourniture d'armement en provenance des États-Unis, a déclaré hier le Premier ministre, avant de préciser: je suis prêt à subir des attaques personnelles pour la défense de l'État d'Israël. Mon rôle est de tout faire pour que les combattants puissent disposer des meilleures conditions pour combattre. Le Premier ministre a tenu ses propos hier en Conseil des ministres, des propos qui continuent à faire grincer des dents côté américain. Et puis enfin, le contrôleur de l'État a visité hier le site du festival de Supernova près de Reim. Oui, Mataniaou Engelban a fait cette visite dans le cadre de l'enquête que ses services mènent actuellement sur les événements du 7 octobre. Lors de cette visite, Engelban a déclaré: les échecs du 7 octobre doivent être corrigés en profondeur pour permettre aux habitants du Sud et même à ceux du Nord de pouvoir rentrer chez eux. Nous avons le plaisir, comme je vous l'ai annoncé, d'être en ligne avec Peggy Sidor. Peggy, bonjour, Boker Tov. Peggy, Boker Tov, je vous entends pas. Oui. Voilà, je vous entends. Voilà. Moi, je suis là, je vous entends. Voilà, on s'entend bien, on s'entend bien. Peggy, bonjour Daniel. Bonjour, oui. Merci d'être avec nous ce matin. Je voudrais que nous revenions avec vous ce matin sur les partis orthodoxes et leur désir acharné, on va dire, dans ce contexte de guerre, de faire passer des lois qui sont extrêmement controversées et que l'ensemble de la population, on va dire, très clairement ne comprend pas. On va parler par exemple de cette loi des rabbins. Je pense qu'il y a très peu d'Israéliens qui seraient capables de savoir, de nous expliquer de quoi s'agit-il lorsqu'il s'agit de cette loi des rabbins et pourquoi alors, à votre avis, et pourquoi Aryeh Deri
qui est quand même un fin limier politique, qui a une certaine perception de ce qui se passe dans la réalité israélienne, qui siège au sein du cabinet de guerre, pourquoi Aryeh Deri, par exemple, s'acharne à faire passer une loi aussi controversée? Ben, je pense que c'est parce qu'il doit rendre des comptes aux gens, aux personnes qui l'ont envoyé à la Knesset, qui l'ont envoyé au gouvernement. Ce qui les intéresse, c'est d'obtenir leurs droits, ce qu'ils pensent être leurs droits, et qu'ils se sentent. Je dois dire que j'ai parlé avec pas mal de ces gens-là, des personnalités et d'autres de la rue, qui disent que ils sentent qu'ils ont donné leur part pour maintenir le gouvernement de Netanyahou, mais qu'ils n'ont rien reçu en retour. Donc, il s'agit de la maintenant. Si on veut vraiment descendre au premier niveau, on dirait tout simplement que c'est une loi que Aryeh Deri fait avancer pour permettre à son frère, à un de ses frères, d'être élu grand rabbin d'Israël. Et c'est plus compliqué que ça. C'est le sentiment que il y a une espèce de jalousie intense, de concurrence intense, et pas toujours exprimée ouvertement, entre les séfarades de Chasse et les Haredim qui appartiennent aux deux partis ashkénazes, c'est-à-dire Dagel Torah et Agudat Israël. Le sentiment qu'ils n'obtiennent pas assez, qu'ils sont laissés pour compte, qu'ils sont les derniers sur la ligne. Et donc, cette loi sur les rabbins, qui est perçue par la quasi-totalité de la population d'Israël qui n'est pas membre de Chasse, comme une espèce de faire avancer une loi pour des jobs, pour des personnes qui sont proches, pour des amis, pour arranger, et que ça ne passe pas en temps de guerre. Je veux dire, ce qui serait peut-être passé avec une mauvaise humeur 2 ans plus tôt ne passe plus aujourd'hui. Parce que, et je voudrais d'abord avant. À cause de la guerre. À cause de la guerre. C'est justement bien entendu. On peut pas s'occuper de ces choses-là maintenant avec ce qui se passe dans le pays. C'est bien entendu dans le contexte de la guerre que ces critiques sont émises. Oui, absolument, le contexte de la guerre. Ça, c'est pour la loi sur les rabbins. Alors, je reviens au parti Chasse, parce que c'est quand même assez étonnant de la part du parti Chasse. Dans la conjoncture actuelle, le parti Chasse, en sachant que la plupart de ses députés sont des députés qui ont servi dans l'armée, hein, je peux citer plusieurs... pas tous, hein, certains, pas tous, attention. Pas tous, mais une partie de ces députés, c'est-à-dire qu'il n'y a pas la même animosité, il n'y a pas la même fracture ou le même rejet total de ce qui est l'armée israélienne au sein du parti Chasse par rapport aux orthodoxes ashkénazes. Pourquoi finalement aujourd'hui? Et quand on connaît l'électorat du parti Chasse, on sait que ce sont beaucoup de séfarades traditionnalistes qui envoient leurs enfants à l'armée. C'est pas obligatoirement des élèves des yeshivot, comme c'est le cas chez les Haredim. Pourquoi finalement le parti Chasse, dans le contexte actuel, au lieu de jouer une carte qui serait la carte du trait d'union, hein, comme je dirais, entre le public généraliste ou même le public sioniste religieux et le public orthodoxe, eh bien, il joue la carte des orthodoxes à fond? Et c'est une très bonne question, c'est ce qu'on appellerait la question à $1 million. Mais je pense qu'il faut d'abord faire attention à ne pas mélanger les deux lois, bien qu'elles passent en même temps et qu'il y a une conjoncture de temps. La loi sur les rabbanim, c'est une loi qu'on peut dire, c'est une loi pour faire avancer les intérêts dans le parti, dans la nomenclature du parti. Effectivement, comme vous le dites, Daniel, ça ne touche pas tous les gens qui votent pour Chasse, qui sont, comme vous l'avez dit exactement, d'une grande partie des traditionalistes qui envoient leurs enfants à l'armée, qui font partie de la société israélienne, qui travaillent et tout ça. Donc il y a là une espèce de volonté de faire avancer des droits supplémentaires pour une certaine nomenclature de la haute partie du parti, qui sont eux déjà devenus complètement orthodoxes à la manière ashkénaze, il faut le dire. Ça, c'est une chose. Et c'est quelque chose qui, en autre temps, dans une autre période, je veux dire 1 an ou 2 ans en arrière, aurait été considéré comme, encore un prix à payer pour les accords politiques. Ils veulent faire avancer des lois pour des rabbinim. Il ne s'agit pas seulement du grand rabbin d'Israël ou du grand rabbin de ville, il s'agit de rabbins de quartier, y compris dans des quartiers où il y a très peu d'orthodoxes. Excusez-moi l'expression un peu légère, mais ça la fout mal, quoi. Oui. Mais, je répète encore, dans un contexte différent, 1 an ou 2 ans en arrière, ça serait passé quand même. Les gens auraient rouspété, ça serait mal vu, mais ça aurait pu passer quand même. Là où ça ne passe pas, là où ça se passe très mal même, c'est la loi pour la conscription des soldats. Ça, c'est tout à fait autre chose. Je veux dire, si dans la loi pour les rabbins, c'est une question de fric, une question de job, une question d'argent,
dans la loi pour l'inscription des soldats, c'est le sentiment qu'il y a un sang plus lourd, plus rouge pour certains que pour d'autres. Alors, ce qui est très important et très intéressant à signaler, c'est que pour la première fois, ce qui apparaît de plus en plus, c'est la colère. J'utiliserai le mot la colère. La colère des jeunes et des familles dans la société de ce qu'on appelle les Tzimut-Datit, les sionistes religieux, qui, eux, payent un prix énorme sur cette guerre. Nous le savons tous, il n'y a qu'à voir les noms d'où viennent les soldats qui sont tombés, et qui sentent que pour la première fois, bien que partageant le même amour de la Torah, de la vie juive, de tout ce que ça veut dire, ils se sentent, j'arrive pas à trouver le mot exact, mais ça se passe très mal. Ça se passe très mal. J'ai entendu des témoignages de gens qui me disent mais c'est pas possible. Moi je vais risquer ma vie. Ils sont là. On sait très bien que c'est pas tous qui étudient la Torah du matin au soir. On le sait très bien. Alors, puisque vous parlez de cette loi sur la conscription des élèves des yeshivot, comment on peut résoudre une telle solution, un tel problème? Parce que il faut bien avouer, quand on est, on va dire, assez ancien dans la vie politique israélienne, on sait que il y a déjà 10 ans, il y a 20 ans, on avait le sentiment qu'il y avait des changements qui étaient en train de se produire, il y avait que à chacun des carrefours, il y avait peut-être une opportunité pour que le monde orthodoxe, comprenne la problématique, et on voit que finalement ça n'existe pas, et on voit, si on est tout à fait honnête, l'enrôlement des élèves des yeshivot orthodoxes dans l'armée, même lorsqu'il s'agit d'unités comme Netzach Yehuda, c'est pas tout à fait, c'est pas véritablement représentatif d'un courant, et que ce courant il n'a pas véritablement modifié. Alors quelle solution à apporter? Est-ce que vous dites, comme moi je l'ai entendu aussi de la bouche de certains gens du sionisme religieux, dire aujourd'hui, il faut aller par la méthode dure, en frappant là où ça fait mal, en réduisant les allocations familiales, en réduisant en obligeant même avec des sanctions économiques ceux qui doivent s'enrôler de s'enrôler. Parce que finalement, de l'autre côté, le dialogue, ça n'a pas véritablement apporté ses fruits. Bon, alors il y a plusieurs choses. D'abord, il faut dire qu'il y a une pression d'en bas dans le public ultra-orthodoxe ashkénaze, les Bachoré et Shivot qu'on appelle. Il y en a de plus en plus qui sentent que ça peut pas continuer comme ça, qu'il faut trouver des solutions. Le problème, c'est pas un problème religieux, c'est pas un problème éthique ou un problème théologique, c'est un problème de force. La plupart de ces rabbins, c'est la classe politique et les directeurs de certaines yeshivot qui ne veulent pas renoncer à leur force, à leur pouvoir. Ils ont un pouvoir énorme. Je veux dire, un jeune étudiant dans une yeshiva, un bachor yeshiva, qui n'obéit pas à son rabbin, il est rayé de la carte. Il n'obtiendra pas un bon shidour. S'il est marié, ses enfants ne seront pas acceptés dans les meilleures institutions. À la synagogue, le Shabbat, on ne lui donnera pas aliyah à la Torah. C'est grave. Ce sont des pressions réelles. Je veux dire, pour quelqu'un qui vit une vie tout à fait laïque, peut-être qu'il comprendra pas l'importance de ces choses-là. Ce sont des sanctions très graves. Alors, sur le plan économique, il y a quelque chose d'assez important qui se passe justement maintenant, hier et aujourd'hui. C'est une délégation, c'est inédit, c'est quelque chose, c'est une nouveauté dans l'histoire. C'est une délégation des grands rabbins d'Israël, de grands chefs des yeshivot, qui se sont déplacés spécialement pour aller en Amérique, rencontrer les leaders, les dirigeants des communautés juives ultra-orthodoxes aux États-Unis, qui sont des communautés très riches, ça il faut le dire, et qui vont pour réunir des fonds. Il est question de réunir $1 milliard, ou je sais pas exactement quelle somme, enfin une somme assez énorme pour faire face aux éventuelles sanctions économiques qui sont dans l'air. Je veux dire, personne n'en parle encore ouvertement. Je pense pas que quelqu'un touchera aux allocations familiales parce qu'on peut pas faire payer le prix de cette chose-là à des enfants qui en ont besoin. Mais arrêter les subventions pour les yeshivot, arrêter les subventions pour les écoles qui sont reconnues mais pas officielles, qui refusent de faire entrer le curriculum dans leur programme, tout ça, c'est dans l'air. Je veux dire, ça va peut-être arriver très rapidement. Donc, ils se préparent d'un côté à faire face à ça, du point de vue financier et économique, pour faire face. De l'autre côté, il y a une montée de tension dans la société ultra-orthodoxe ashkénaze, des jeunes qui
avec l'Internet, avec les médias, avec le mélange qui comprennent que ça ne peut pas durer comme ça. Alors, il y a des voix différentes. Il y a ceux qui disent, oui, effectivement, on est arrivé à un point où il faut décider qui sont ceux qui étudient sérieusement, sur lesquels on peut compter, qui vraiment donnent leur vie pour l'étude de la Torah. Ceux-là, il faut pas les toucher. Et ils sont pas légion, il faut le dire, c'est pas tous. Et les autres, qu'ils aillent à l'armée et qu'ils aillent travailler. Mais une fois de plus, qui va arrêter ça? Tout le monde est prêt à faire ça. Les rabbins, la nomenclature, qui ont le pouvoir et qui sentent que ces changements risqueraient de diminuer très sérieusement leur pouvoir, s'arc-boutent. Vraiment, ils sont là à arrêter, d'arrêter toute initiative de ce genre. Qui va gagner finalement? Je pense que cette guerre qui dure, et qui malheureusement ne va pas se terminer de sitôt, on ne sait pas encore ce qui va se passer dans le Nord, va finalement changer la carte des jeux. Je veux dire, ça peut pas continuer comme c'était jusqu'à présent. Il y a un changement énorme, profond, dur, douloureux dans la société israélienne. Et ça va atteindre tout le monde, y compris les yeshivot. Vous parliez, Peggy, des orthodoxes ashkénazes en diaspora aux États-Unis qui pourraient se mobiliser pour collecter des fonds. Mais j'entendais par exemple hier, pas plus tard qu'hier, le témoignage d'un orthodoxe ashkénaze américain qui disait: j'ai honte de voir comment mes frères orthodoxes se comportent en Israël, parce que eux, aux États-Unis, eh bien, ils ont réussi à lier le travail et l'étude de la Torah, ce qui n'est pas le cas en Israël. Est-ce que finalement, il n'y a pas là aussi des critiques qui vont être dirigées contre ce judaïsme orthodoxe israélien qui a ses particularités, hein, il faut bien l'avouer, qui n'est pas... Vous avez raison. Ce qui se passe, c'est que je ne suis pas une experte sur la communauté ultra-orthodoxe aux États-Unis, mais grosso modo, on peut dire qu'il y a là-bas une décision organique, naturelle, organisée, je ne sais pas, qu'il y a ceux qui étudient et ceux qui travaillent. Et on accepte le fait qu'il y a les deux. Même ceux qui travaillent, qui ne sont pas dans des yeshivot du matin au soir, trouvent le temps d'étudier tous les jours un petit peu, mais qui travaillent, qui étudient et qui travaillent. Ok? En Israël, cette différenciation n'a jamais été faite. Pourquoi? C'est une grande question. Je ne sais pas. Je ne pourrais pas vous dire. Est-ce que finalement, ce n'est pas, quand on a commencé avec Ben Gurion qui a donné au Chazon Ish un groupe de, je sais pas, il était question de 400 Bachorei yeshivot par an. En 1977, quand Begin est arrivé au pouvoir, il a annulé cette chose, et de ce jour-là, ça atteint des chiffres incroyables. Je veux dire, c'est absolument incroyable. Maintenant, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a parmi les jeunes des yeshivot de plus en plus qui se sentent mal à l'aise. Oui. Et qui disent que ça peut pas continuer. Ça peut pas continuer d'un côté parce qu'ils peuvent pas continuer à vivre dans cette pauvreté, mais vraiment épouvantable qu'on peut difficilement imaginer dans ces quartiers, et d'un autre côté, qui se sentent mal à l'aise parce qu'il se passe dans le pays. Je veux dire, la guerre a changé beaucoup de données, mais vraiment d'une manière, je veux dire, c'est difficile à imaginer encore, mais ça va beaucoup plus loin qu'on se l'imagine déjà aujourd'hui. Et si vraiment, Dieu garde, il y a encore une guerre dans le Nord, ça va vraiment éclater. Ça va vraiment éclater. Mais moi, je me souviens d'avoir interviewé une fois Moshe Gafni, il y a quelques années déjà. Je lui avais dit, mais enfin, c'est pas croyable, vous êtes exempté de tout, mais on ne voit pas vraiment de très grandes figures qu'on en avait avant. Alors c'est vrai que l'étude de la Torah, c'est pour l'étude de la Torah. C'est pas pour obtenir un nouveau Rambam, un nouveau Maïmonide, un nouveau Gaon Mivilna, tout ça. Enfin quand même, il faudrait quand même qu'on sache un petit peu ce qui se passe. Et il a avoué que c'était un gros problème. Il a dit, nous ne laissons personne sortir de la yeshiva. Nous les gardons tous, même ceux qui sont pas capables d'étudier 2 lignes de Gemara par jour. Ok, parce que nous ne voulons pas qu'ils changent leur mode de vie et que ça finisse par porter atteinte à ce que nous avons construit, donc la société ultra-orthodoxe ashkénaze en Israël. Mais il dit, nous payons un prix, effectivement, le niveau dans les yeshivot a baissé, dans beaucoup de yeshivot, pas toutes. Il y en a une ou deux où c'est vraiment protégé, mais grosso modo, ils ont un problème. Maintenant, est-ce que ça va monter par en bas, ça va donner le sens? Est-ce que les dirigeants vont vraiment se battre pour ne pas renoncer à leur pouvoir? Je suis pas prophète, vous savez, à qui a été donné le don de la prophétie depuis là. Mais les choses vont dans un certain sens. Et ça, maintenant, ce qui est très important de dire, une des déclarations de ces rabbins qui s'opposent à ce changement, ils disent, tant que Tsahal ne nous donne pas l'assurance
qu'un jeune Haredi qui entre à la yeshiva, qui sort de la yeshiva, qui va à l'armée, ressort de l'armée et il est encore Haredi, nous ne donnerons pas notre accord à quelque programme que ce soit. C'est une question assez importante. Alors, les bataillons séparés, des bases dans lesquelles il n'y a pas de femmes, toutes sortes de choses, la nourriture, je vous dis, c'est très, très, très compliqué. Est-ce que Tsahal est prêt à ça? J'en doute un peu. Mais finalement, c'est la seule solution possible. Sinon, ça n'ira pas. Effectivement. Et c'est une question importante de savoir si effectivement l'armée israélienne est prête à cela. Il y a même, je l'entendais dans le courant sioniste religieux, des gens qui disent que l'armée est délibérément pas prête à engager, à enrôler des milliers et des milliers d'élèves des yeshivot. Et il y a des programmes qui ont été organisés pour le public orthodoxe qui ont échoué justement parce que, eh bien, il fallait à tout prix insérer aussi une commandante femme dans tel ou tel. C'est hors de question. Voilà. C'est hors de question. Ils n'accepteront jamais qu'il y ait des femmes instruises rien du tout. Mais c'est pas seulement ça. Ça, c'est relativement pas trop difficile. Il faut de la nourriture spéciale. C'est pas seulement la kashrut de la rabbanout. Les Haredim, ça les intéresse pas, la kashrut de la rabbanout. Ils ont autre chose. Alors, il faut faire attention à ça. Il faut faire les heures de prière. Il faut préserver des heures d'études quand même. Je veux dire, c'est un vrai casse-tête chinois. Il va falloir que tout le monde se mette d'accord et réfléchisse. Moi, je répète encore un petit peu, je veux dire, le leitmotiv, c'est que nous sommes dans une situation très différente de celle que nous avons connue jusqu'à il y a un an. C'est un autre pays, c'est une autre société, ce sont d'autres considérations, c'est une autre réalité. C'est à ça qu'il faut répondre. C'est à ça qu'il faut donner des réponses. Eh bien, Peggy Sidor, merci beaucoup de nous avoir éclairé donc sur ce dossier complexe, il faut bien l'avouer, de l'enrôlement des élèves des yeshivot et des lois votées actuellement par les partis orthodoxes qui suscitent beaucoup de polémiques. Merci d'avoir accepté de répondre à nos questions ce matin. Bonne journée, bonne continuation, à bientôt. À Jérusalem, nous retrouvons notre correspondant Daniel Haïk. Daniel, nous commençons cette revue de la presse par la manchette du Yediot Aharonot qui est consacrée aux techniques de combat du Hezbollah. Oui, effectivement, Ilana, sous l'intitulé de nouvelles révélations, le Yediot Aharonot détaille ces techniques de combat terroristes du mouvement chiite. Il explique que les terroristes chiites, dans le nord d'Israël, donc dans le sud du Liban, sont positionnés à proximité des postes d'observation de l'ONU et qu'ils se déplacent en véhicules civils, ce qui pose un véritable casse-tête à l'armée israélienne qui doit savoir distinguer ces véhicules de terroristes des véhicules de civils libanais véritables qui circulent au sud Liban. Le Yediot Aharonot parle de guerre de cerveau pour les combattants des services de renseignement militaires face au Hezbollah, des combattants qui doivent donc déjouer les ruses de l'ennemi chiite. Et puis parmi les sous-titres de ce matin, le Yediot Aharonot mentionne cette information selon laquelle l'espace de l'aéroport international de Beyrouth renfermerait des quantités énormes d'armes et de munitions qui pourraient détruire une partie de la capitale libanaise en cas de raid aérien israélien massif contre cette position. La manchette du Israël Hayom, elle, est-elle aussi consacrée au front nord? Un front nord qui continue à s'embraser peu à peu avec un combattant israélien grièvement blessé hier par l'explosion d'un drone du Hezbollah près du kibbutz d'Ayelet à Shachar, ce qui signifie que le Hezbollah élargit son champ d'action dans le nord d'Israël et que Tsahal a un problème pour éliminer ces drones offensives. Et une déclaration sans équivoque, les soldats réservistes de Tsahal dans le nord sont prêts au combat. Le Israël Hayom déplore que l'échelon politique et militaire israélien ne prépare pas la population israélienne suffisamment à cette confrontation directe avec le Hezbollah. Le Israël Hayom détaille en page 3 l'impressionnant arsenal dont dispose le mouvement chiite, un arsenal qui va de missiles Grad d'une portée de 20 km jusqu'à des missiles très précis et très lourds qui peuvent causer de sérieux dégâts aux infrastructures israéliennes. Quant aux roquettes de faible portée du Hezbollah, elles sont dangereuses et selon certaines données, le Hezbollah en posséderait pas moins de 65 000. Et du côté du Ma'ariv également, on consacre sa page d'ouverture à cette tension sans cesse grandissante dans le nord d'Israël. Oui, le site d'information du Ma'ariv affirme que la tension le long de la frontière bleue est au sommet et chaque partie attend la réaction ou la non-réaction de l'autre partie au sein de l'état-major israélien. Dans l'état-major de la région nord en particulier, on se demande ce que veut actuellement Hassan Nasrallah, en particulier après l'élimination d'un de ses proches. Va-t-il opter pour une offensive massive ou pour une opération ponctuelle? Et le journal, le Ma'ariv, souligne qu'au Liban, le mécontentement et les critiques envers le mouvement terroriste chiite ne font que s'amplifier.
L'autre grand titre de ce matin, Daniel, du Yediot Ahronot se rapporte aux Américains, aux accusations de Netanyahou selon lesquelles Washington empêche l'acheminement de munitions à l'État d'Israël. Oui, à supposer que Binyamin Netanyahou dit vrai, écrit ce matin Nahum Barnea dans le Yediot Ahronot. Pourquoi lance-t-il ces accusations alors que Yoav Gallant arrive aux États-Unis pour débattre justement de ce dossier délicat? Eh bien parce que, répond Barnea, dans les deux cas, Netanyahou peut sortir gagnant. Si Gallant obtient des Américains l'arrêt du gel de l'acheminement de certaines munitions, eh bien Netanyahou pourra dire que c'est lui qui l'a obtenu. Dans le cas contraire, il pourra rejeter la responsabilité de l'échec sur son ministre de la Défense. En première page du Israël Hayom, le sénateur américain Elliot Abrams affirme que les États-Unis n'ont pas le droit d'empêcher l'acheminement de munitions vers Israël. Et puis la chaîne 14 a obtenu hier dans une forme d'exclusivité une interview du Premier ministre justement, Benjamin Netanyahou. Oui, parce qu'il faut savoir, Ilana, que le Premier ministre ne se fait jamais interviewer par les chaînes qui sont considérées comme hostiles à son gouvernement, à savoir la chaîne 11, la chaîne 12 et la chaîne 13, seulement la chaîne 14 qui est pro-Netanyahou. Et dans cette interview, le Premier ministre s'est bien gardé de menacer le Hezbollah. Il a même évité de parler de victoire totale dans le Sud. Il a toutefois évoqué l'option d'un accord partiel sur la libération des otages qui provoque une déclaration qui provoque déjà la colère des familles d'otages, et il a fait passer un message important à ses partenaires au sein de la coalition gouvernementale. Ce message, eh bien, c'est que personne n'a véritablement intérêt au sein de la coalition à faire tomber le gouvernement, car à la place, eh bien, cela risque de provoquer la création d'un gouvernement de centre-gauche. Et surtout, il a donné dans cette interview, Binyamin Netanyahou, le sentiment à sa base politique la plus solide qu'il était pleinement en possession de ses moyens et qu'il contrôlait, je cite, la situation. Le Israël Hayom consacre une demi-page ce matin à l'exigence également du ministre Bezalel Smotrich contre l'autorité palestinienne. Oui, le ministre des Finances veut en effet durcir les sanctions contre l'autorité palestinienne. Bezalel Smotrich s'insurge contre le fait que Ramallah poursuit son combat juridique contre Israël auprès des instances internationales et œuvre en vue de la reconnaissance par cette communauté internationale d'un État palestinien indépendant. Contre cette démarche, eh bien, Smotrich veut sanctionner les leaders de l'autorité palestinienne en les privant par exemple de la fameuse carte de VIP qui leur permet de circuler librement en Israël, et surtout il entend interdire la construction illégale de logements palestiniens en zone B. Et puis pour terminer, le Israël Hayom fait ce matin une révélation tout à fait inattendue. Oui, une révélation d'autant plus inattendue qu'elle nous vient de la part de Tsahal, qui affirme que depuis le début de la guerre, quelques 40 000 réservistes n'ont pas du tout été appelés en service, ni dans le nord, ni dans le sud, ni en Judée-Samarie. C'est Ariel Kahana qui rend publique cette information dans le Israël Hayom de ce matin. Et hier, en Conseil des ministres, l'un des généraux de Tsahal, chargé justement de la planification, le général Shai Tayeb, a indiqué que sur ces 40 000 réservistes non mobilisés, 15 000 au moins ont moins de 35 ans et qu'ils pourraient donc servir dans des unités combattantes. Cette révélation a été faite au cours d'un débat donc hier en concert des ministres sur la prolongation d'un an du service de réserve militaire de 40 à 41 ans. Nous avons le plaisir d'être en ligne avec Marc Nobel. Marc, bonjour, Boker Tov. Oui, bonjour. Merci d'être avec nous ce matin. Je rappelle à nos auditeurs que vous êtes historien et expert en matière de lutte contre l'antisémitisme. Vous avez travaillé pendant de longues années sur ce dossier, en particulier dans le cadre du CRIF. Et je voudrais avec vous revenir sur ce qui se passe actuellement en France et sur certaines déclarations qui peuvent paraître plutôt surprenantes, en particulier la déclaration de Serge Klarsfeld qui a dit, alors je vais essayer d'être précis, qu'au second tour, s'il devait se retrouver à choisir entre le Rassemblement national et la France insoumise, eh bien, il voterait pour le Rassemblement national. Une déclaration qui peut paraître assez surprenante de la bouche d'un combattant contre le nazisme et contre l'extrême droite. D'abord, est-ce que vous avez un moyen d'expliquer ce positionnement et quelle est votre position à vous? Que pensez-vous de cette déclaration de Serge Klarsfeld? En fait, c'est une position qui a été affirmée déjà depuis un certain temps, qui laisse penser que le Rassemblement national serait totalement un parti comme les autres, qu'il défendrait les Juifs et Israël, et que par conséquent, parce qu'il défendrait les Juifs et Israël, il choisirait de voter pour ce parti au second tour de l'élection législative. J'ai bien dit au second tour et non pas au premier tour. C'est le propos qui est le sien sur l'antenne de LCI lorsqu'il avait été interviewé.
Alors, moi, j'ai réagi, j'ai d'ailleurs pas été le seul à le faire, à m'étonner que ce propos ait été tenu et à dire tout simplement que, selon moi, il se trompait et pour plusieurs raisons que je vais tenter d'énumérer. D'abord, moi, je suis convaincu à titre personnel que c'est un ensemble de données politiques, sociétales, économiques et autres que l'on doit prendre en compte pour les élections législatives à venir, et pas seulement l'épineux sujet Israël-Palestine ou la lutte contre l'antisémitisme. On ne vote pas en fonction d'un conflit qui a lieu à 3500 km de là. On vote pour un parti politique et l'ensemble des données que nous possédons à cet égard et son programme politique. Ça, c'est le premier point. Deuxième point, je m'en suis étonné parce que il faut quand même rappeler ici à cette antenne que bon nombre de propositions qui sont formulées à l'heure actuelle par Marine Le Pen et le Rassemblement national sont quand même des fondamentaux hérités du Front national de Jean-Marie Le Pen. Par exemple, les propositions qui portent sur l'immigration. Par exemple, la proposition qui porte sur la suppression du droit du sol. Petite parenthèse que j'ouvre, la suppression du droit du sol, c'était en 1940 sur Pétain qu'on l'avait faite. Et par exemple, la suppression de l'aide médicale d'État ou de la préférence nationale. Donc nous avons un ensemble de propositions qui sont des propositions qui sont en réalité d'extrême droite. Et donc la formulation de Serge consisterait à dédouaner l'extrême droite de ce qu'elle est, de ce qu'elle porte. Enfin, troisième point sur l'antisémitisme. Il y a quand même des choses à dire, malgré tout. Par exemple, en 2021, Jean-Richard Sulzer, qui était membre du Conseil national du Rassemblement national, avait mis en garde Marine Le Pen contre la présence sur les listes aux élections régionales et départementales à ce moment-là de candidats au passé sulfureux. Et il avait cité plusieurs noms, comme Frédéric Chatillon ou Axel Lousteau par exemple. Par exemple, en 2017, Marine Le Pen avait décidé pour l'élection présidentielle de se mettre en retrait de la présidence de son parti. Et elle avait cédé sa place à un cadre historique en la personne de Jean-François Jalc, qui avait tenu des propos négationnistes. Par exemple, dernièrement, 2 députés ont été pris sur le fait de tenir des propos antisémites. L'un d'entre eux a été exclu, mais pas l'autre. Bien, donc il n'y a pas de virginité à accorder sur ce point. Et moi, personnellement, pour terminer ma réponse, j'ai une doctrine. Ou plus exactement, j'ai une ligne que je défends et qui est la suivante. Il n'y a pas de bon et de mauvais antisémitisme parce que l'antisémitisme n'est pas compréhensible, ni excusable, ni pardonnable en fonction d'abord du camp auquel l'on appartient, pas plus que du moment où il se développe. Et donc, à titre personnel, je condamne l'antisémitisme d'où qu'il vienne et l'instrumentalisation à l'égard de l'antisémitisme. Et côté RN, on ne manque pas d'instrumentalisation à cet égard. Mais pourtant, il faut bien avouer qu'il semble qu'il y ait eu un changement. C'est-à-dire que, même si c'est difficile et même probablement injuste de hiérarchiser l'antisémitisme, eh bien, aujourd'hui, les antisémites, on va dire, ceux qui tiennent des propos les plus antisémites, les plus antisionistes, eh bien, ce sont les élus du front de la France insoumise, alors que paradoxalement, on voit que au Rassemblement national, on voit une Marine Le Pen, on voit ses adjoints exprimer une forme de soutien à l'État d'Israël, de compréhension et de dénonciation de toute forme d'antisémitisme. Il y a quand même une divergence, il y a quand même un contraste là. Il y a une différence en effet. Le Rassemblement national aujourd'hui concernant l'antisémitisme n'est pas le Front national de Jean-Marie Le Pen. Mais ça tient à quoi en fait? Ça tient à une stratégie politique qui a été affirmée en décembre 2013. Ma consoeur, qui est l'historienne Valérie Gounet, a publié un livre sur le Front national et à cet égard, elle avait interrogé en 2013 Louis Alliot, qui était à l'époque vice-président du Front national. Et Louis Alliot avait répondu, parce qu'elle l'avait interrogé sur la question de l'antisémitisme, il avait répondu la chose suivante. Je le cite textuellement.
Donc j'ouvre les guillemets. La dédiabolisation ne porte que sur l'antisémitisme. En distribuant des tracts dans la rue, le seul plafond de verre que je voyais, ce n'était pas ni l'immigration ni l'islam. D'autres sont pires que nous sur ces sujets-là. C'est l'antisémitisme qui empêche les gens de voter pour nous. Il n'y a que cela. À partir du moment où vous faites sauter ce verrou idéologique, vous libérez le reste. C'est pas moi qui le dis, c'est lui Alliot qui le dit en décembre 2013 lorsqu'il répond aux questions de ma consoeur Valérie Gounet. Vous voyez donc qu'il y a quand même une stratégie politique qui consiste à détabouiser le RN, le FN devenu par la suite RN, et à faire en sorte qu'il arrive à ses fins, c'est-à-dire au pouvoir. Donc ça, c'est un fait. Maintenant, moi, ce que je dis, c'est qu'on ne peut pas voter pour faire barrage à un extrême, en l'occurrence la France insoumise, qui se répand dans un antisémitisme d'atmosphère avec les saillies vulgaires, violentes de Jean-Luc Mélenchon, qui sont répétées au moins depuis une dizaine d'années. On ne peut pas voter on ne peut pas empêcher un extrême en votant pour un autre extrême, en fait. C'est ça que je veux dire. C'est-à-dire qu'il y a un choix à faire à un moment donné. Qu'est-ce que l'on veut? Est-ce que l'on veut est-ce qu'on veut un parti démocrate? On vote pour une conception démocratique de la société, ou bien est-ce qu'on vote pour un parti extrémiste, qu'il soit de gauche, qu'il soit de droite? Ça, c'est le choix qui devra être fait par les électeurs lors du premier tour des élections législatives et du second tour à venir. Alors justement, pour être clair, au second tour, si vous aviez une consigne de vote, ça serait de s'abstenir, tout simplement. Ah, mais moi, je vais être très clair. En cas de duel entre le RN et LFI. Je vais être très clair. Je l'ai déjà été, je l'ai écrit, j'ai déjà été interviewé sur ce point par d'autres journalistes que vous. Et j'ai répété exactement la même chose à chaque fois. Au second tour des législatives, en ce qui me concerne, je ne choisis ni l'un, je ne choisis ni l'autre. Voilà. Alors je voudrais maintenant, puisqu'on se parle en direct de Jérusalem, je voudrais avoir votre appréciation sur la conduite que l'État d'Israël doit avoir aujourd'hui, alors que l'État d'Israël, vous le savez, est en guerre et qu'on est dans une situation assez périlleuse, y compris sur le plan diplomatique. Eh bien, quelle est, à votre avis, l'attitude que l'État d'Israël devra adopter si, eh bien, par exemple, le RN remporte les élections, si un Premier ministre devait être Jordan Bardella, parce que jusqu'à présent, on a le sentiment du côté israélien qu'on a tenu bon face à toute tentative, on va dire, de séduction de la part du RN en Israël. Les Israéliens refusent quasiment de manière générale de rencontrer des élus du RN. Est-ce que aujourd'hui, vous pensez qu'Israël devra modifier son approche par rapport à cela? Moi, je n'ai pas à dicter, je n'ai rien à dicter à un pays, quel qu'il soit, quant à la manière dont il envisage les relations bilatérales avec un autre pays. Les relations bilatérales, en règle générale, qui se font d'un pays, donc d'une manière générale, d'un pays vers un autre pays, sont des relations qui s'effectuent sur un plan politique, sur un plan économique, sur un plan technologique, avec des échanges, des rencontres et autres. Et donc, par conséquent, les membres d'un gouvernement, par exemple israélien, rencontrent leurs interlocuteurs quand ils sont au pouvoir, en tant que tels. Vous savez, en politique, quand des gens sont au pouvoir, on ne choisit pas forcément ses amis. On entretient des relations bilatérales. C'est l'objectif d'une politique, en fait, d'État à État, d'un pays à un pays. Donc il est possible, il est tout à fait possible que le gouvernement actuel en Israël envisage, si le gouvernement de Bardella est constitué, s'il gagne les élections, d'entretenir des relations avec lui dans le cadre d'un échange de relations bilatérales. Comme les Israéliens le font avec d'autres pays, d'autres gouvernements, et comme les Français le font d'un point de vue diplomatique avec d'autres pays, d'autres gouvernements. La France entretient des relations diplomatiques avec près de 190 pays dans le monde, dont des pays qui ne sont pas forcément recommandables. Donc elle le fait parce qu'elle a besoin d'entretenir des relations diplomatiques
cordiale d'échanger, de parler avec un certain nombre de ses interlocuteurs étrangers, via les gouvernements, les ministres des Affaires étrangères, les ministres de l'Intérieur et je ne sais qui d'autre encore. Et c'est pour ça que ces échanges se font. Donc il est possible, en effet, que si un gouvernement soit constitué par la suite avec Jordan Bardella, les Israéliens continuent d'entretenir et de développer des relations bilatérales en échangeant avec les membres de ce gouvernement. Surtout si ce gouvernement fait des déclarations qui sont relativement ou souvent pro-israéliennes, alors que dans la communauté internationale, on est plutôt frileux en termes de relations avec Israël aujourd'hui. Certes, mais on n'est pas non plus obligé de se précipiter, comme l'a fait dernièrement le ministre de l'Alia, et d'aller à une rencontre des droites extrêmes en Hongrie, à Budapest, comme celui-ci l'avait fait, n'est-ce pas, pour voir... tous les représentants de l'extrême droite européenne, en vérité. On n'est pas non plus obligé de devancer et d'aller et de faire comme si tout était absolument normal dans le meilleur des mondes. Bon, donc il est vrai aussi qu'il y a en Israël, faut-il le rappeler ici, un Premier ministre, Benjamin Netanyahou, et un gouvernement qui est un gouvernement de droite avec deux ministres d'extrême droite, qui seraient peut-être plutôt enclins à entretenir des relations cordiales avec leurs homologues, surtout quand ils sont de droite, et même si certains sont d'extrême droite. Effectivement, donc on a bien compris en tout cas le message que vous nous avez fait passer. Si ça ne tenait qu'à vous, eh bien s'abstenir au second tour dans le cadre de duel entre le RN et le LFI. Merci beaucoup Marc Knobel d'avoir accepté de répondre ce matin à nos questions autour de ce grand débat à quelques jours, donc à moins d'une semaine des élections, du premier tour des élections législatives. Merci d'avoir accepté de répondre à nos questions. À bientôt. Merci à vous. Au revoir.